Chers téléspectateurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau numéro du Nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Au programme de cette semaine, ça va être chargé et on commence avec une météo de l'info qui est humide. On va encore parler de climat pour ne rien vous cacher. L'image de la semaine, elle, sera consacrée à Macron qui, au Japon, a été nippon et mauvais. Vous allez voir également, on continuera avec le dossier consacré à l'enquête de France 5 sur l'affaire Lola. Il y aura également un dossier bis consacré à un hommage qui devait avoir lieu pour Dominique Vénère, un hommage qui a été interdit. Et puis bien sûr, on n'oubliera pas les pastilles de l'information et le portrait piquant de la semaine réalisé avec Logim en partenariat par Claude Cholet. Immédiat, c'est parti. La météo de l'info est humide. De janvier à avril, les médias de grand chemin ont éditorialisé sur la sécheresse, frappant, c'est vrai, de nombreuses régions françaises. Depuis, il pleut. Un peu chaque jour, un peu beaucoup. Pas suffisant pour faire un événement médiatique, en tout cas, même si les nappes phréatiques se remplissent. Alors, on tourne les yeux ailleurs, sur l'Italie. Plus précisément sur l'Émilie-Romagne, touchée par d'importantes inondations. Les catastrophes, c'est bon ça coco. Bon pour l'ambiance et bon pour ambiancer les discours sur le dérèglement climatique. Publicité et propagande ont toujours partie liée. L'image de cette semaine, c'est bien sûr cette image que vous avez sans doute vue si vous vous intéressez au voyage à l'international de Macron. C'est Macron au centre, à côté du Premier ministre japonais, tous les autres dirigeants du G7. Et Macron qui est le seul à ne pas faire le petit coucou. Il est également le seul à porter un costume noir avec une cravate noire. On va voir que c'est problématique dans quelques instants. Et puis on voit qu'il est de taille assez moyenne, médium, on va dire, c'est la médiane des présidents de ce G7, avec une Mélanie particulièrement naine, en fait, quand on la met à côté de ces hommes d'État. La revue de presse, pour ne rien vous cacher, on commence tout de suite. Elle est très mauvaise. Tout le monde est revenu sur la tenue qui était inadaptée de Macron, car oui, au Japon, on ne porte pas un uniforme entièrement noir et blanc, sauf en cas de deuil. Geste tactile, Emmanuel Macron a enchaîné les bourdes au Japon, les impairs de Macron qui font tache au Japon. Emmanuel Macron moqué au Japon, il a multiplié les gaffes et c'est même Gala qui le dit. Et donc ça, c'est juste quand on fait une recherche au Google, Macron, Japon, eh bien on tombe sur ces 3 premiers articles-là qui ne sont guère élogieux. Alors, pourquoi est-ce que ce sont des impairs ? Eh bien, l'article de Libération est assez éclairant de ce point de vue-là. Il revient donc sur la panoplie du costume et réexplique qu'au Japon, c'est une tenue que l'on revêt pour des funérailles et pas en d'autres occasions. Il y a quand même une journaliste japonaise qui s'est posé la question, Jean-Yves, si il voulait montrer de la compassion pour les victimes de la bombe atomique. Alors, ça aurait été peut-être un jeu de costume un peu maladroit sans doute. Il est également sur la photo de groupe, donc comme on le voyait, c'est le seul qui ne fait pas le petit coucou de la main, mais aussi il a la main dans la poche, c'est assez négligent comme tenue. Et sur d'autres photos, on le voit en train de tripoter le Premier ministre japonais. Il est très tactile, Emmanuel Macron, mais au Japon, ça ne se fait pas du tout. On ne se touche pas entre hommes, d'ailleurs entre hommes et femmes non plus particulièrement. Et donc ça, c'était un peu gênant également. Et il serre la main, Emmanuel Macron. Pas de chance, ça ne se fait toujours pas au Japon. Il y a carrément même des enfants qui lui ont ri au nez lorsqu'il a tenté de les saluer en leur serrant la main. Il a également posé son sac par terre. C'est un signe de malheur chez les Japonais. Ils étaient très gênés parce que s'ils avaient su qu'il était venu avec son sac dont on ne savait pas à qui il était, c'était un peu le bagage abandonné mais potentiellement présidentiable et c'était le cas. Donc on ne pose pas ses affaires au sol normalement. Enfin, voilà, il a également signé pour finir au musée d'Hiroshima ce mot:
avec émotion et compassion, il nous appartient de contribuer au devoir de mémoire des victimes d'Hiroshima et d'agir en faveur de la paix, seul combat qui mérite d'être mené. Ce qui est un oubli quand même de taille. Nagasaki. Nagasaki, bien sûr. 2 bombes atomiques lancées par les États-Unis, il faut le rappeler. Et donc dans l'archipel, c'est évidemment très mal vu de ne saluer que les victimes d'Hiroshima, puisque les Japonais considèrent que c'est un tout qu'il ne faut pas séparer. Après tout, ce sont les mêmes victimes de la même guerre et des Américains. À Rome, fait comme les Romains. Et donc, à Hiroshima, fait comme les Japonais. N'importe quelle personne qui part en voyage d'affaires ou en voyage d'agrément au Japon, il reçoit dans les 2 ou 3 premières pages du guide touristique qu'il lit avant de partir ou qu'il lit dans l'avion, un certain nombre de règles à respecter au Japon, parce qu'ils ont des règles de politesse qui sont liées à une vieille civilisation, des règles de politesse qui sont différentes des nôtres. C'est une civilisation différente de la nôtre. Et quand on va au Japon, on doit la respecter. C'est quand même invraisemblable que Macron prenne ça avec autant de légèreté, et je dirais même de mépris. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est son idéologie. Son idéologie, c'est le mépris des traditions, c'est le mépris du passé, c'est le mépris des cultures. Il méprise les traditions européennes et il méprise les traditions japonaises. Alors, Macron, d'ailleurs, qui s'est lancé dans une sorte d'universalisme sur son compte Twitter, puisque désormais, ses tweets sont réalisés en français et en anglais, ce qui est assez pénible, parce que quand on veut suivre l'actualité du président, on tombe donc sur des tweets. Il est allé chez les Mongols également, Macron, pour s'éloigner des casseroles toujours, et il a carrément écrit un tweet avec la langue locale. On tombe toujours plus loin dans une forme de... De quoi s'agit-il là, Jean-Yves ? Là, c'est du folklorisme. Du folklore, oui. Ouais. Je sais pas, ouais. Bon, toujours est-il que c'était intéressant, et voilà qui signe la fin de cette image du jour. Le dossier du jour, je vous l'avais annoncé, il est consacré à cette enquête de France 5, la fabrique du mensonge, affaire Lola, chronique d'une récupération. Alors, le titre donne le ton, mais l'introduction du journaliste présentateur donne encore plus une tendance. Cela commence de cette façon, je cite, « Une armée numérique d'extrême droite, la fachosphère. Un crime atroce qui aurait dû rester un fait divers. Le fantasme d'une immigration incontrôlée et meurtrière. » Et puis, une fois que l'enquête est lancée, la première phrase de la voix off de l'enquête, alors ce n'est pas le premier propos pour être tout à fait honnête, puisqu'ils reprennent quelques extraits de l'enquête, mais la première phrase de la voix off, l'histoire d'une famille dépossédée de l'image de sa fille. Alors pour parler de l'affaire Lola, c'est quand même un peu fort de café, parce que c'est avant tout l'histoire d'un meurtre abominable qui a eu lieu. Il parle bien sûr de la menace terroriste que représente l'extrême droite. Cette affaire est décrite comme faisant le miel de l'extrême droite. Et le fil conducteur de cette enquête, ça va être la musique que l'on entend tout au long du reportage, une musique très lourde, qui est un peu plus légère quand ce sont des intervenants sympathiques, une musique très très lourde, très caricaturale, qui vient peser sur justement cette récupération selon France 5. Et je vous propose d'écouter un petit extrait qui est assez significatif de ce point de vue-là. Le dimanche, le journal Le Parisien révèle sur son site le profil des gardés à vue pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans avec actes de torture et de barbarie. Un court passage, au cœur de l'article, fait basculer ce fait divers sordide. Il contient des informations sur les suspects, 2 hommes et 2 femmes, et leur nationalité. Tous sont nés en Algérie. C'est ce détail, la nationalité des suspects, qui déclenche l'affaire Lola. 2 choses à retenir. La musique, le ton, et le contenu. Ce qui est reproché aux Parisiens, c'est d'avoir donné des informations sur les criminels. En l'occurrence, des informations, ce qu'on donne habituellement. Qui sont-ils? Où sont-ils nés? D'où viennent-ils? Mais là, il ne fallait pas donner l'information. Donc en fait, toute cette enquête de France 5, toute cette émission de France 5 vise à promouvoir la censure des faits, dans la mesure où les faits peuvent être utilisés de manière politiquement incorrecte.
Alors, on ne peut pas vous passer tous les extraits, chers téléspectateurs, mais tout ce que je reprends à chaque fois, ce sont des citations. Donc, je vais continuer. France 5 reproche donc à l'extrême droite, hein, l'extrême droite, la vilaine extrême droite, de capitaliser sur l'émotion pour pousser le narratif anti-immigration. Ils disent que les politiques réécrivent l'histoire, donc il y a des accusations lourdes. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que cette enquête, elle va faire le reproche de l'usage de la photo de Lola, qui a été trouvée sur le profil Facebook des parents, nous dit-on, et aussi l'usage de son prénom, parce que Lola, c'est sympathique, ça parle à tout le monde, et donc ils vont reprocher que le nom Lola devienne un hashtag sur Twitter et l'utilisation de sa photo. C'est quand même un peu le principe du réseau social. Le principe du réseau social, c'est le hashtag, effectivement, on le dièse, bon voilà, c'est comme ça. Et puis alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la gauche et l'extrême gauche utilisent massivement la victimisation, le hashtag et les photos pour servir leur propagande. Je pense à l'affaire Adama, je pense à l'affaire Aylan, je pense à l'affaire Floyd. Alors là, on peut y aller, là. C'est pas de la récupération, là. Ce sont des victimes. Par contre, si on montre que dans l'affaire Lola, eh bien, la victime est victime d'une immigration incontrôlée, puisque ce sont des gens qui n'avaient pas à être en France, qui ont commis ou participé à commettre ce meurtre, alors là, ça, c'est pas bien du tout. Et deux poids, deux mesures. On reproche aux autres ce qu'on fait de manière abondante, éhontée et intense. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'à peu près au milieu de ce 50 minutes, donc consacré à cette affaire Lola, enfin du moins pas à l'affaire Lola, à la récupération de l'affaire Lola selon France 5, c'est que va se glisser une séquence sur le grand remplacement où Renaud Camus va être cité et il parle d'un ami qui prenait les transports à Châtelet à 18h, qui dit qu'il était quasiment le seul blanc. Alors, il va y avoir une séquence de vérification, un peu de fact-checking au milieu de cette enquête de France 5, avec Hervé Lebras, qui est démographe, et il est également auteur de « Il n'y a pas de grand remplacement ». Alors, la suite va vous étonner, bien évidemment. Dans un cas comme ça, je vais à la station Châtelet à 6h du soir. J'ai fait 25 comptages pour voir quelle est la proportion de personnes qui me paraissent non blanches. Et dans ces comptages, j'arrive à des chiffres qui variaient entre 10 et 35%. Alors, il est assez drôle, ce Lebras, si j'ose dire, parce qu'il est démographe, donc il est habitué à traiter des chiffres officiels. Alors, les chiffres officiels, on peut en avoir pour les naissances, par exemple. Hein, le tiers des enfants, ou à peu près le tiers des enfants, naît d'un ou deux parents étrangers. Voilà, ça c'est de la... C'est de la statistique officielle. Et 40% des nouveau-nés sont dépistés à la drépanocytose, ce qui veut dire qu'ils sont issus de familles qui viennent des pays du sud du monde, pour faire simple, puisque ce sont ceux-là qui sont dépistés à la drépanocytose. C'est ça les statistiques. Alors on peut dire qu'il n'y a pas de grand remplacement, mais enfin, il y a tout de même des chiffres qui sont assez parlants. Monsieur Lebras, qui a passé son temps depuis 40 ans à camoufler les statistiques, continue. Vous imaginez le métier confortable, il s'agit d'aller se poser à Châtelet sur un banc et de compter le nombre de personnes qui seraient non blanches. C'est rigolo. Avec des chiffres quand même qui, on le rappelle, sont de 10 à 35% de blancs en station. C'est très précis. Ce qui est à la fois très précis et pas très élevé comme chiffre. Alors, pour le reportage, si on continue après cette démonstration brillante de Monsieur Lebras, eh bien, la réinformation, c'est du complotisme. D'ailleurs, sont dans la cible du viseur de France 5, Ève de Souche, en particulier, qui a beaucoup relayé cette affaire, mais comme de nombreuses autres, on les salue ici dans l'immédiat. Mais on a également Boulevard Voltaire qui est cité. Et puis, il y a une illustration de TV Liberté également qui se retrouve dans le reportage, comme ça. Et c'est intéressant parce que justement, Dupond-Moretti va parler de cette aura médiatique de quelques médias, de quelques communautés ou des personnes, en parlant de responsabilité
quand on a une aura médiatique. Et il est à deux doigts de nous citer, un petit peu comme Marlène Schiappa à l'époque, c'était en 2022, la morale de Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Eh bien, vous allez voir, lui qui a un grand pouvoir, notre garde des Sceaux, eh bien, finalement, l'extrait vidéo qui va suivre, vous allez le voir, est un peu un aveu d'impuissance. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. On réécrit l'histoire. Si OQTF avait été exécuté, il n'y aurait pas eu de meurtre, et donc l'État est responsable du meurtre. C'est un syllogisme qui est absolument effrayant. D'abord, il y a des degrés d'urgence dans l'OQTF, on le sait parfaitement. Et puis il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, je suis désolé. C'est assez drôle, si j'ose dire. C'est triste. OQTF, ordre de quitter le territoire. Mais c'est plus ou moins urgent, finalement. Et puis, il y en a qui ne sont pas exécutés. Alors ça, c'est assez vrai. Vous savez, vous vous souvenez peut-être de l'affaire de Laura et Morane, ces deux jeunes filles qui avaient été égorgées près de la gare de Marseille, au cri de Allah Akbar, par un clandestin. Ce clandestin avait été interpellé 24 heures ou 48 heures plus tôt à Lyon. Et la préfecture n'avait pas émis d'OQTF parce qu'elle n'avait pas les moyens humains d'émettre cette OQTF. Il y avait eu un rapport qui a mis en cause le préfet, qui a été contraint à la démission, mais dans le rapport officiel de l'administration, du ministère de l'Intérieur, on disait « Bon, il n'y a pas eu d'OQTF, mais s'il y avait eu un OQTF, de toute façon, il n'aurait pas été appliqué. » Donc vous voyez l'absence d'efficacité complète dans ces domaines. Alors, dans l'enquête de France 5 qui continue de se dérouler, on a également des interventions de l'avocate de la famille de Lola, qui, elle, est contre le hashtag Justice pour Lola et qui a demandé l'interdiction de l'usage de la photo et du prénom de Lola. La voix off parle donc, dans cette demande de l'avocat, d'action judiciaire contre les attaques en ligne, donc utiliser la photo de Lola au moment des faits, quand on est choqué, c'est considéré comme des attaques en ligne par l'enquête de France 5, et également comme des violences contre les parents, selon cette avocate. On a un autre personnage aussi dans cette enquête qui revient régulièrement, qui est un fil conducteur tout au long de l'enquête. Il s'agit d'un certain Daniel Boyce, qui est un ami de la famille, sauf qu'à aucun moment, il ne va être signalé qu'il s'agit d'un élu de gauche et d'un vieux briscard de la politique de gauche, comme le montre cette recherche Google, pareil, que l'on peut exécuter en quelques clics. Béthune, le PS exclut Daniel Boyce. Daniel Boyce a été élu béthunois de 1989 à 2016 dans la Voie du Nord. Et Daniel Boyce est un vieux fantassin de la gauche française sur tous les fronts depuis plus de 50 ans. Dans Histoire ordinaire, il a également un blog dans lequel il parlait de ses actions en tant que conseiller municipal. Donc, toujours intéressant à souligner. L'enquête continue en signalant également que le travail de SAP contamine la sphère médiatique au-delà des médias d'opinion. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire que la réinfosphère qui est complotiste, eh bien finalement, elle a un travail d'influence à faire, Jean-Yves. Complotiste avec des guillemets, avec bien entendu. Ce sont les citations de ça, l'enquête. C'est effectivement très important. C'est-à-dire que sans l'existence de ces réseaux d'information alternative, l'information ne paraîtrait pas. Ces réseaux alternatifs, effectivement, contaminent, comme dit l'enquête, touchent par capillarité les médias. Au-delà des médias d'opinion. Au-delà des médias, c'est pas des médias d'opinion, il n'y a que des médias d'opinion. Il y a simplement, c'est pas les mêmes médias, il y a des médias d'opinion conformes et il y a les médias d'opinion dissidentes. Tous les médias sont des médias d'opinion, faut pas raconter d'histoire. Bon. Mais c'est vrai que les médias d'opinion conformes sont un peu touchés par les informations que eux ont tendance à taire, mais que les médias dissidents portent en avant. Alors cette sape médiatique, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un ciblage particulier contre Reconquête, ainsi qu'Éric Zemmour, qui sont particulièrement ciblés dans le reportage. Éric Zemmour a répondu d'ailleurs à ces attaques de France 5. Le documentaire La fabrique du mensonge porte bien son nom. Il reproche à mon équipe d'avoir mis la lumière sur le meurtre ignoble d'une enfant, Lola, par une étrangère qui n'aurait jamais dû être chez nous. Il s'agit d'un francocide. Avec France 5, c'est la dénonciation d'un meurtre qui est un problème,
pas le meurtre lui-même. C'est ignoble. Quelle honte pour le service public. Et puis sont également cités Némésis, qui ont 3 secondes de parole, uniquement 3 secondes de parole, mais pendant la manifestation d'hommage à Lola à Paris, et évidemment pas sur un tabouret posé comme les interviews qui suivent le cours de cette enquête. Et donc juste 3 secondes, donc ils ont quand même produit un tweet pour répondre à ce reportage. Combien faut-il de Français tués, violés, agressés par des clandestins sous OQTF pour que nous ayons le droit de réclamer que la loi soit appliquée? Il faut souligner que c'est France 5, oui. C'est comme France TV Info, ce sont les organes, ou France Info même, ou France Inter, ce sont les organes de pointe de la désinformation du service public, payés par les impôts, payés par vos impôts. Absolument. Et donc, aider les médias alternatifs, aider TV Liberté, parce que nous n'avons pas les impôts vous désinforment, la déduction fiscale vous informe. Et donc Brésinfo, d'ailleurs, à ce titre, cite un fil Twitter qui est particulièrement intéressant de Polydamas, que vous pouvez aller voir si vous voulez décortiquer chaque petite partie de ce reportage, chaque inexactitude, chaque mensonge même, je crois qu'on peut le dire. Eh bien, Polydamas invite tous ceux qui ont été outrés par cette propagande sur le service public à signaler la fabrique du mensonge à l'Arcom, l'ex-CSA, et il propose en guise de commentaire final à faire donc à l'Arcom d'envoyer l'URL de son fil Twitter, du fil Twitter en question. Et donc je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez agir pour dénoncer cette enquête de France 5 à l'Arcom. Exceptionnellement, on vous propose un dossier bis. L'Iliade a organisé un colloque hommage à Dominique Vénère 10 ans après son geste sacrificiel. Ce colloque a été interdit par la préfecture de police. Alors je préviens les téléspectateurs, Jean-Yves, vous êtes jugé partie un peu dans ce dossier puisque vous faisiez partie de l'organisation. Absolument, oui, tout à fait. Mais on va voir comment est-ce que ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu une interdiction et comment est-ce qu'elle a eu lieu. Eh bien, je crois qu'on peut s'intéresser au premier article de presse qui est sorti suite à l'annonce de cet hommage. C'est un article de Mediapart, bien évidemment. Alors, intéressons-nous au contenu et puis vous verrez que la conclusion est intéressante et nous donnera des pistes de réflexion. Alors, on parlait bien sûr de Dominique Vénère. Il y a son rapport psychiatrique qui avait été effectué à l'époque suite à son arrestation en 1961. Rapport psychiatrique très favorable, oui, d'ailleurs. Très favorable, justement. Ouais. J'allais Ce qui est quand même citer... pas absolument évident pour un rapport psychiatrique de police, tout de même. Tout à fait. Alors là, je cite, niveau intellectuel nettement supérieur à la moyenne. Il n'avait d'amis que politiques et il ne s'accorde aucune détente. Une sorte d'assez assez extraordinaire. Donc il se retire de l'activisme pour se consacrer à l'écriture. Vénère a des idées de fer, nous dit-on dans cet article de Mediapart, et paraît fait d'acier. Il a choisi donc Notre-Dame pour sa valeur identitaire. On parle aussi du terme de remplacement qu'il emploie parfois dans ses ouvrages, mais en précisant que ce n'est pas forcément un adepte de Renaud Camus, c'est juste qu'il avait quelques décennies d'avance sur l'élaboration du nationalisme blanc, je cite. Il était convaincu de la décadence et il sait que le passé n'est pas suffisant et il veut réveiller les Européens. Il ne souhaite pas le retour à une France de quelques décennies ou quelques siècles. Il est présenté comme quelqu'un qui n'est pas un arriériste. Et donc la conclusion de cet article, dont on nous informe qu'il appartient à la catégorie boîte noire, l'article se conclut comme cela. Les informations ayant nourri cette analyse proviennent des fonds d'archives les plus importants utilisés, étant ceux du dossier de poursuite contre le réseau Jeunes Nations par la Cour de sûreté de l'État et ceux des renseignements généraux sur les divers groupuscules qu'a animé Dominique Vénère entre 1958 et 1968. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là, Jean-Yves ? Alors, c'est assez intéressant parce que le journaliste de Mediapart a eu l'accès aux archives de la préfecture de police. C'est pas tout le monde n'a pas accès aux archives de la préfecture de police. Il faut avoir l'accord de la préfecture de police. Bien, il a accès aux archives de la préfecture de police. À partir de ces archives, il fait un article à charge avec des choses positives, mais aussi beaucoup de choses venimeuses et susceptibles d'être utilisées. Et à partir de l'article de Mediapart,
fait à partir des archives de la préfecture de police. La préfecture de police prend un arrêté d'interdiction. C'est pas beau ? C'est la collaboration formidable entre la police en uniforme et la police de la pensée. Sur ordre de Gérald Darmanin, qui aura réussi à interdire des réunions, finalement, contrairement à ce que nous disions la semaine dernière. Alors, l'AFP et tout le petit monde qui reprend les dépêches AFP répètent en chœur qu'une réunion en hommage à la figure de droite radicale Dominique Vénère est interdite. Pourquoi ? Eh bien, parce que la préfecture de police invoque des risques sérieux pour que, à l'occasion de cet hommage, des propos incitant à la haine et à la discrimination soient tenus. Donc, des risques sérieux, nous dit l'AFP. Alors là, on est dans le délit d'intention. On pense que vous allez mal penser. Et comme on pense que vous allez mal penser, on vous interdit avant même que vous pensiez. C'est assez intéressant. Alors, pour être tout à fait honnête, la dépêche d'AFP est relativement équilibrée, en ce sens qu'elle reprend les arguments de la préfecture de police, ce qu'on peut comprendre, puisque c'est l'interdiction de la préfecture de police qui crée l'événement d'interdiction, mais reprend aussi le point de vue des organisateurs. Donc, on va dire, pour cette fois, la dépêche de l'AFP, d'ailleurs la journaliste de l'AFP était d'ailleurs présente sur place, la dépêche de l'AFP, est à peu près équilibrée. Après, les journaux la reprennent. Alors, ils changent, ils bidouillent le titre, ou ils rajoutent tel ou tel, ou ils suppriment tel ou tel événement. Enfin, c'est comme ça pour tous les sujets. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est absolument. le départ, c'est l'AFP. Alors, il y a Le Monde qui fait un peu plus que l'AFP, qui fait un article tout de même. Oui, exactement. Alors, on va revenir juste sur le Monde avec l'AFP, qui publie un article le 21 mai à 17h11, qui modifie ensuite à 20h40, peu importe. Un hommage à Dominique Vénère, figure de l'extrême droite identitaire interdit à Paris. Et Le Monde publie un autre article à 19h02, modifié ensuite à 19h24. Pareil, le même jour, mais cette fois-ci, ce n'est pas avec l'AFP. C'est par Clément Guilloux, un journaliste. Et là, le titre est foncièrement différent. À Paris, l'hommage entravé à l'idéologue d'extrême droite Dominique Vénère, consacré à ce théoricien racialiste. Et donc là, on a une entrave au lieu d'une interdiction, et un théoricien racialiste, une attaque directe. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet article. Le journaliste était là, lui aussi. Mais d'abord, entravé, c'est faux. Il n'est pas entravé, il est interdit. Il n'est pas entravé. Il est rendu impossible. Ensuite, il parle de théoricien racialiste, ce qui n'est pas exact. Vénère était un civilisationniste. Son livre le plus important, il n'est pas consacré aux Blancs, il est consacré à histoire et tradition des Européens. Donc il se place dans une perspective historique, dans une perspective civilisationnelle, et pas dans une perspective purement raciale, même si effectivement la race fait partie des éléments d'identité, mais ce n'est pas la perspective principale qu'on trouve dans les livres de Dominique Vénère, que vraisemblablement le journaliste de Clément Guilloux n'a pas lu et que je vous recommande de lire. Histoire et tradition des Européens, c'est un très grand livre, évidemment beaucoup plus subtil que la pensée de M. Clément Guilloux du Monde. Il n'y a pas de coup de chapeau, chers téléspectateurs. Alors retenez bien cet ouvrage, je vous mets le lien juste en dessous pour que vous trouviez toutes les références. Vous pouvez les retrouver chez des bons bouquinistes. Eh bien, ce sera le coup de chapeau, c'est le coup de chapeau. Voilà, avant la fin. Histoire et tradition des Européens à lire. Tout à fait. Alors, quand on s'intéresse de plus près à Clément Guilloux, revenons à notre cher journaliste, eh bien, ces derniers articles sont les suivants. Je ne vous remonte pas plus loin que jusqu'au 10 mai 2023, mais vous allez très vite comprendre les bonnes affaires de Frédéric Chatillon avec le RN au Parlement européen. En position de force en France, le Rassemblement national est affaibli en Europe. Rassemblement national, Jordan Bardella peu pressé de rompre avec les anciens du GUD. Marine Le Pen et ses anciens amis du GUD, à un moment donné, stop. Après les démissions du maire de Saint-Brévin, l'extrême droite et l'État pointés du doigt. Marine Le Pen prend ses distances avec Axel Lousteau, homme clé de ses débuts au Front National. C'est un spécialiste du Rassemblement national de l'extrême droite. Oui, bon, ça, d'accord, mais tous les articles sont à charge. Tous les titres sont à charge. Dès le tous titre, les titres, on sait en prenant quand même à chaque fois des angles assez restreints, on va dire, mais tout est à charge, quoi. Voilà. C'est davantage de la cinégétique que du journalisme. On a quelques journalistes quand même courageux, on en parle souvent dans les médias, qui ont pris position
pour cet hommage. On peut citer par exemple Mathieu Bock-Côté, dont je vous propose d'écouter son intervention sur CNews. Un de ses livres, sur une histoire de l'armée rouge, reçoit un prix de l'Académie française. Plusieurs de ses livres, Le siècle de 1914, tout ça, sont reconnus par d'autres comme des livres qui sont valables. On peut être en désaccord complet avec lui, mais ces livres étaient notés. On considérait que c'était un travail légitime qu'il menait. Et là, le colloque est interdit la veille de l'événement. Comment ça, organiser censurer un colloque avec d'intellectuels à lunettes qui veulent discuter ensemble, qui veulent parler de l'héritage d'un des leurs, en disant parce que c'est un danger sur quelle base on peut décider d'interdire un colloque? Alors, je crois que Mathieu Bock-Côté pointe du doigt le caractère absolument extravagant de cette interdiction. Puisque, si vous voulez, la censure préalable a été interdite en France, a été supprimée en France en 1880 par la loi sur la liberté de la presse. Elle est rétablie, là. La liberté de réunion a été garantie en France en 1907 par une loi et en 1933 par un arrêt du Conseil d'État, l'arrêt Benjamin. Là, on revient sur la liberté de réunion. Il y a la présomption d'innocence. Là, l'argument de la préfecture de police, c'est la présomption de culpabilité. Et le dernier élément, c'est que, normalement, sur les délits, le juge et délit, c'est le juge pénal, et en l'occurrence, pour le délit d'opinion, le juge administratif se substitue au juge pénal. C'est-à-dire, c'est un bouleversement de l'ordre juridique que cette décision implique, à moins, bien sûr, qu'elle ne soit condamnée en appel, en plein contentieux, par le Conseil d'État, par les actions judiciaires qui vont maintenant être entreprises par l'Institut Iliade. Mais c'est vraiment le cœur du système juridique qui est percuté par la décision de M. Darmanin et de M. Nunez dans cette affaire. Oui, alors à noter que Mathieu Bock-Côté avait signé un papier juste avant dans Figaro Vox sur pourquoi la gauche est désormais fière d'en appeler à la censure. Ce même papier qui est cité par François Bousquet pour revenir sur cette interdiction du colloque hommage envers un historien éminent, je cite, reconnu par ses pairs. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour l'interdire ceci? Il s'agit de dire qu'il est d'extrême droite et Mathieu Bock-Côté l'explique de façon lumineuse dans le Figaro Vox de ce week-end. On a Arthur de Vatrigan qui a également pris position contre la censure. Censurer au nom du pluralisme, interdire au nom de la liberté. Fascinant non, eh bien c'est de gauche. Boulevard Voltaire, évidemment, la matinale de ligne droite également a pris position. À noter que l'Institut Iliade a lancé des actions judiciaires. Bien évidemment, il y a actuellement un recours en plein contentieux auprès du tribunal administratif de Paris et un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'État contre la circulaire Darmanin qui est liberticide et totalitaire. Je cite le communiqué de l'Institut Iliade. On commence ces pastilles de l'information avec un retour sur l'international, avec la guerre en Ukraine, guerre et guerre du vocabulaire, puisque cet article du Figaro va être très intéressant, vous allez le voir. Guerre en Ukraine, après 10 mois de combat, la victoire à la Pyrrhus des forces russes à Bakhmout. Alors, moi, je n'étais pas très au fait de ce qu'était une victoire à la Pyrrhus. Eh bien, une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire obtenue au prix de pertes si lourdes pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Pyrrhus, qui était-ce? Eh bien, c'était le premier roi d'Épire, dont l'armée a souffert de pertes colossales et irremplaçables quand il défie les Romains pendant sa guerre en Italie. Alors, je n'ai aucun mérite, je suis en train de lire la fiche Wikipédia que vous pouvez voir sous vos yeux. Et on raconte que Pyrrhus avait également répondu à quelqu'un qui célébrait cette victoire en demi-teinte. Donc, on l'aura compris, encore une victoire comme celle-ci, et nous serons complètement défaits. Et donc, c'est depuis resté dans les annales de l'histoire et réutilisé. Alors, c'est assez difficile de connaître réellement la situation sur le front russo-ukrainien. Ce qui est sûr, c'est que les médias de grand chemin ont dit depuis 6 mois, 8 mois que les Russes piétinaient, qui subissaient un échec à Bakhmout, etc. Maintenant que Bakhmout est tombé, ce qui est de fait une victoire russe, on utilise un autre vocabulaire, on dit oui, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Voilà. Alors, c'est probable que les Russes aient connu beaucoup de pertes à Bakhmout, mais les Ukrainiens aussi, sans doute. Quoi. Voilà. Simplement, il y a un biais
il y a vraiment un biais d'information. Dans un premier temps, ils échouent. Dans un deuxième temps, c'est une victoire, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Bon, peut-être d'ailleurs, peut-être. Mais on voit que l'imagination en matière de vocabulaire est très présente dans les médias officiels. D'ailleurs, Bakhmout, qui avait aussi été renommé par France Info comme le Verdun ou le Stalingrad ukrainien. Donc on est toujours sur une tentative d'explication avec peu d'informations. Un peu de surveillance dans ce meilleur des mondes qui est le nôtre. Il y avait eu, lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, un fichier nominatif des manifestants qui avaient été placés en garde à vue. Alors, qu'est-ce que c'était ce fichier ? C'était un tableur Excel avec les noms, prénoms, dates de naissance des dizaines de manifestants qui avaient été placés en garde à vue. Et les représentants du ministère de la Justice avaient argué que cette pratique, donc de faire ce tableau Excel, bien, c'était tout à fait conforme au décret qui encadrait le logiciel Cassiopée, qui est une base de données qui fonctionne, elle, pour les données des prévenus, des victimes ou des témoins des procédures judiciaires. Hein. Bien sûr, pas des prévenus qui sont en garde à vue. Même pas forcément prévenus d'ailleurs. On peut être gardé à vue. Oui, absolument. Eh bien, le tribunal administratif de Lille a haussé le ton et finalement, il a produit un arrêté déclarant que c'était illégal de faire des fichiers clandestins des manifestants qui avaient été gardés à vue. Et donc, ce fichier va être détruit. Ce qui est amusant avec Twitter, c'est que parfois, il y a des choses qui remontent, mais qui sont très, très anciennes. Et donc là, on va remonter en 2014 avec un article du Monde, La théorie du genre. Les réseaux de la folle rumeur contre l'école. Éditorial, on croit rêver, mais la rumeur a pris et les fantasmes vont bon train sur l'enseignement prétendu de la théorie du genre à l'école. Alors, ça a été relevé par Caroline Valentin et Eugénie Bastier de répondre à le fameux enseignement prétendu de la théorie du genre, aussi appelé l'enseignement de la prétendue théorie du genre. Ça, c'est amusant. Bien retenir, complotiste hier, réalité aujourd'hui. Pas toujours, mais très souvent. Mais très souvent. Prétendu en tout cas. Complotiste avec des guillemets, toujours, toujours. Et donc France Culture, par exemple, produisait des articles sur la théorie du genre qu'ils décrivent comme un concept incendiaire et que pourtant s'interroger sur ce qui fait de la virilité d'un homme, c'est aussi regarder le monde via le prisme du genre. Mais aujourd'hui, en fait, on ne parle plus tellement de théorie du genre. C'est difficile de trouver des articles sur la question. En revanche, ce qu'on trouve, ce sont des articles sur améliorer l'accueil des élèves LGBT+, un défi pour l'école. Et ça, par exemple, c'est une dépêche AFP. On a un petit top ou flop, Jean-Yves. Jean-Michel un petit top. Top. Ah oui, Jean-Michel top. Apathy arrive chez Quotidien. Vous êtes ravi? Eh ben, c'est une bonne recrue. Une bonne recrue. C'est un excellent journaliste, policier de la pensée. Et je crois qu'à Quotidien, il va être dans son élément, parce que c'est vraiment l'opération manipulation en permanence à Quotidien. Il va être très bien, Apathy, bravo. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur Jean-Michel Apathy, à consulter son portrait sur le site de Logim. Quelle époque est décidément régulièrement citée dans Immédiat ? Eh bien, cette fois-ci, leur invité, c'était Bruno Le Maire et ils sont revenus sur son ouvrage Fugue américaine. Je vous propose de regarder quelques extraits choisis, les moins vulgaires. Vous êtes devant votre ordi. Et vous êtes bourré. Et Non, je ne suis pas encore bourré. Moi, je suis sûr qu'en écrivant ce livre, vous aviez une grosse envie de buzzer. J'irai plus loin, je pense que vous êtes devant... Et là, vous dites, est-ce que j'écris dilaté comme jamais ? Et là, je pense que vous hésitez. Vous dites oui, non, oui, non. Et après, il y a une petite envie chez vous de casser l'image, de salir un peu l'image et vous dites, si j'y vais. Parce que c'est le vrai bonheur. Salamé, je n'ai jamais hésité. Alors, deux commentaires. Là, on est sur une émission d'entre-soi. On est sur une émission quand même assez vulgaire. Au fond, c'est le modèle Quotidien, c'est le modèle Canal+, qui se répand. Mais en chic, sur France 2, quand même. Sur France 2, alors sur une tranche de fin de soirée, mais c'est ce modèle qui se répand. Bon, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque,
c'est qu'en matière de dilatation, il y a un domaine où M. Le Maire est vraiment excellent, c'est la dilatation du déficit budgétaire, c'est la dilatation de la dette. Là, vraiment, il est très très fort. Il ferait mieux d'éviter de trop la ramener, quand même. On va parler d'une guerre médiatique désormais, Jean-Yves, entre complaisants d'enquête et Cyril Hanouna. Parce qu'en effet, Complément d'enquête va lancer une enquête sur Cyril Hanouna, qui est désormais sous le feu des médias. Et Cyril Hanouna a décidé de ne pas se laisser faire et de mettre son nez là-dedans. Donc sans doute très bientôt, on aura quelques informations qui vont sortir. Cyril Hanouna, évidemment, il est dans le viseur parce que c'est l'homme qui fait des pics à 2 millions de téléspectateurs, Jean-Yves. Cyril Hanouna qui s'était également plaint du vol d'images lors du documentaire de France 5 sur l'affaire Lola. Et Gilles Verdez qui, dans son émission, avait signalé que c'était un documentaire totalement à charge de la part de France 5 sur les chaînes C8 et CNews. Derrière le documentaire, c'est une manière de taper sur les chaînes. Vincent Bolloré avait-il reproché alors ? Oui, alors il y a une attaque répétée, convergente sur les chaînes de Bolloré. CNews pour la partie continue, un peu intello. C8, Hanouna, plus populaire, avec beaucoup de spectateurs, plutôt jeunes d'ailleurs, et des tranches quand même de politiquement incorrect au milieu des tranches de politiquement correct. Et c'est ça, évidemment, qu'ils veulent interdire. Alors je trouve que cette semaine, le service public, entre guillemets, payé par vos impôts, chers amis, France 2, fait quand même assez fort, parce qu'on a Complaisant d'enquête, qui mène une offensive contre le média alternatif C8. On a eu La Fabrique du mensonge, qui menait aussi une opération de même nature. Et dans un genre différent, on a la promotion complaisante, là aussi, de Le Maire et de sa soi-disant œuvre littéraire. Donc tout ça, le service public, avec vos impôts. Bravo le service public. Vous voyez, chers téléspectateurs, pas de coup de chapeau, mais vous avez quand même un coup de gueule. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, naturellement. Mais avant de se quitter, on n'oublie pas le portrait piquant, n'est-ce pas, Jean-Yves ? Charline Vanhoenacker, dont nous avons parlé la semaine dernière. On va voir moins souvent. On va voir moins souvent, une fois par semaine au lieu d'une fois par jour, c'est très triste. Toujours le service public, avec vos impôts. Un portrait qui est réalisé par Claude Cholet en partenariat avec Logim et qui vous plaît beaucoup, je le crois. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît encore cette semaine. N'oubliez pas, puisque je le dis, de me laisser des commentaires naturellement et de cliquer également sur le pouce en l'air et puis de partager cette émission pour soutenir TVL et pour nous aider face à l'algorithme de YouTube. On ne le répétera jamais suffisamment. Quant à moi, je vous dis à très vite sur TVL. Vous connaissez l'humour belge, parfois gentiment moqué par les Français. Nous allons découvrir l'humour belge autorisé avec Charline Vanhoenacker, condensé du pseudo-comique bien pensant. Charline naît en 1977 en Belgique dans le Hainaut. Son père était professeur de morale laïque et a tenu à lui donner un baptême séculier pour marquer son athéisme militant. Après des études à Bruxelles, puis dans une école de journalisme, elle travaille pour le journal belge Le Soir, puis à la radio-télévision belge francophone. Elle rejoint Paris et France Inter en 2012, où elle anime ou participe à de nombreuses émissions d'humour autorisé. Si elle apparaît sur France 4, Canal+, France 2, elle est omniprésente sur France Inter, qui la qualifie de « femme la plus drôle de France ». Le 10 mai 2023, la chaîne met fin à sa chronique quotidienne pour une émission hebdomadaire. Devenue en compagnie de ses confrères Alex Vizorek et Guillaume Maurice, le fer de lance de l'humour autorisé, elle utilise un comique de supermarché, avec force gag facile contre les opposants désignés par la bien-pensance. Le 16 septembre 2021, alors que Éric Zemmour venait d'annoncer sa candidature à la présidence, elle lance le mouvement « Poste ton zob ». Il s'agit sur les affiches qui représentent un Z, d'ajouter « O »,
B. Puis faire zob. Puis de dessiner une petite moustache au candidat. On rit très fort. On connaît le point Godwin. Il s'agit, dans une conversation politique, de faire un rapprochement quelconque avec Hitler. Ici, le point Godwin atteint une sorte de perfection. Charline a une conception toute personnelle de la liberté d'expression. Ainsi déclare-t-elle, le 19 avril 2022, « Peut-être qu'il aurait fallu faire comme il y a 20 ans. Quand c'était Chirac et le vieux Le Pen, il n'y avait pas eu de débat. Parce que franchement, quelle idée de vouloir débattre avec l'extrême droite. » Le pauvre Laurent Wauquiez n'avait pas été épargné sur la même antenne le 27 mai 2018. Je cite, « Avec Wauquiez, quand même, quand je sors du pressing, je me sens sale. Parfois, j'ai envie qu'il se coince une couille dans ma fermeture éclair. » Fin de citation. Laissons le mot de la fin à Thierry Ardisson dans Valeurs Actuelles du 4 juillet 2019. Je cite, « Vous réalisez le niveau de conscience démocratique de cette fille qui ouvre sa gueule tous les matins sur France Inter à heure de grande écoute. D'autres radios hésitent à garder tel ou tel génial et il faut s'infliger Charline sur le service public. Un service public qui ressemble plutôt, sans le R, à un sévice public. »